Bienvenue dans l'actualité, votre rendez-vous pour commenter l'actualité IT. On a le plaisir de retrouver Stéphane Larcher, le patron de l'informaticien. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Et à côté de vous, un invité de marque, Benoît Grossman. Bonjour Bonjour. Benoît. Bonjour Thomas. Merci de nous faire le plaisir de venir dans l'actualité avec une actualité riche pour vous. On rappelle que vous êtes le managing partner d'Idinvest et que vous venez d'être racheté par Euraseo. On peut peut-être commencer par cette actualité? Par exemple, tout à fait, oui. Donc, c'était annoncé il y a quelques semaines de cela. Donc, Euraseo a pris une participation majoritaire dans la société de gestion d'Idinvest. Donc, les fonds que l'on gère... 70%. C'est ça. Donc, les fonds que l'on gère toujours à peu près 8 milliards d'euros sous gestion, restent accrochés à la société de gestion. Donc, il n'y a pas de secondaire sur les fonds. C'est uniquement la société de gestion qui change partiellement de main. Et donc, les 30% restants sont encore détenus par les managers que nous sommes, y compris moi. Voilà, donc, on est très content de ces... Parce que c'est un mouvement qui préfigure d'autres mouvements de concentration, selon vous. Il y a besoin de grossir en taille. On le voit beaucoup dans vos participations. Il faut grossir. C'est plus rare dans le capital risque. C'est peut-être un peu plus rare. Donc ça, c'est plus le modèle du private equity. Vous savez, dans le métier du private equity, l'argent va l'argent. Dans beaucoup de métiers, l'argent va l'argent. Et plus on est gros, plus on est capable d'attirer des gros investisseurs, des grands investisseurs, parce que certains investisseurs, notamment les investisseurs du Moyen-Orient, ont des tickets minimums qui sont bien souvent largement supérieurs à ce qu'un fonds peut accepter. Donc en étant plus gros, ça permet d'avoir ce que j'appelle une synergie de réputation. Donc ça permet d'avoir accès à des plus gros investisseurs auxquels on n'a pas accès quand on est trop petit. Et puis en plus, c'est un peu une concentration du métier. Donc il faut savoir qu'Idinvest Euraseo, ce sera à peu près 210 professionnels basés pour beaucoup à Paris, mais également à New York, à Londres, à Sao Paulo et à Shanghai. Donc ça et fait qui vont couvrir toute la chaîne de valeur. C'est ça aussi l'idée, si j'ai bien suivi. Tout à fait. Depuis l'early stage, je ne sais pas si vous en faites beaucoup, jusqu'aux cotations. C'est-à-dire que, entre Idinvest et Euraseo, on sera capable de mettre 300 000 euros dans une start-up de quartier. Vous faites encore ça, du 300 000 euros? Bien sûr, bien sûr. Et mettre jusqu'à des tickets de 500 millions d'euros dans des grosses sociétés. Ça, c'est plus le métier historique d'Euraseo, avec les participations comme Eutelsat, Europcar ou Moncler, par exemple. Et vous parliez de Shanghai. Est-ce que vous misez énormément sur le marché chinois? Alors pour nous, c'est plus compliqué. Notre bureau de Shanghai, alors c'est marrant parce qu'il se trouve qu'on avait un bureau à Shanghai et nos amis d'Euraseo également un bureau à Shanghai. Donc on fera un plus gros bureau qui restera somme toute assez modeste. C'est à peu près une demi-douzaine de personnes. L'idée, c'est plutôt de faire du business développement pour nos sociétés en portefeuille. L'idée, c'est pas d'investir en Chine. Je crois que pour investir en Chine, il faut être chinois. L'Europe, pour nous, c'est un terrain de chasse qui est assez grand. Donc l'idée, c'est de faire du business développement pour nos sociétés en portefeuille, donc de les aider à se développer là-bas. Les accompagner là-bas. On a fait ça pour plusieurs sociétés. Vous savez, pour faire du business en Chine, il faut être introduit au bon niveau politique et corporate. On a pas mal de relations à ces niveaux-là. Et on a fait notre boulot d'accompagnement pour quelques sociétés de notre portefeuille. Ça s'est plutôt super bien passé. On compte. D'accord. Mais si je comprends votre logique, on a le sentiment que Euraseo prend un ticket dans votre structure comme il le ferait dans une autre industrie. Finalement, c'est presque ça? Non, parce qu'il y a une intégration. Alors, il y a une synergie. Une fois de plus, c'est une synergie de métier. Alors, la grosse différence sur Euraseo par rapport à Idinvest, en termes d'actifs sous gestion, on gère à peu près la même chose. On gère à peu près 7-8 milliards chacun, ce qui fera de nous un acteur qui gère 15 milliards d'euros. Mais la grosse différence, c'est que Euraseo gère beaucoup d'argent pour compte propre. Oui, c'est son argent. C'est une société d'investissement. Je crois que sur 7 milliards d'euros sous gestion, il y a à peu près 6 milliards sur le bilan d'Euraseo. Donc la société est riche, alors que nous, au bilan d'Idinvest, il doit y avoir nos ordinateurs portables, ma chaise de bureau et mon bureau. Oui. On n'a aucun autre actif. Voilà. Les actifs sont humains. Voilà, les actifs sont humains. Ils veulent peut-être pas 5 milliards, mais ils veulent beaucoup. Donc c'est la grosse différence entre les deux modèles. Et l'idée du mariage entre nos deux maisons, c'est vraiment d'avoir une synergie de moyens. Et puis d'accompagner également, je crois que c'est un des souhaits d'Euraseo, de se diversifier dans la gestion pour compte de tiers, qui représente aujourd'hui qu'un milliard. Un milliard, c'est beaucoup en absolu. Mais peu par rapport aux 7 milliards d'actifs sous gestion d'Euraseo. Vous aviez aussi un actionnaire majoritaire qui souhaitait sortir, oui, Lydie. Tout à fait. C'est ça qui a favorisé aussi ce mouvement, ou vous l'auriez fait par ailleurs? Ça a été le déclencheur. Alors il faut savoir que Lydie était notre actionnaire qui nous avait aidé à faire le MBO quand on est sorti d'AGF Private Equity en 2010. Donc c'était notre partenaire financier depuis 8 ans. Ça s'est très très bien passé. Et voilà, il a souhaité... on a franchi une étape l'année dernière en termes de développement.
Et voilà, on dit qu'aujourd'hui, on entame la saison 2 d'Invest avec Eurazeo, qui sera tout aussi passionnante, si ce n'est plus que la saison 1. Voilà. À suivre sur Virage Digital. Donc. En tout cas, c'est pour ça qu'on tenait à vous avoir, parce que vous êtes une figure emblématique de ce monde des capital risqueurs, Idinvest et vous-même, votre parcours. On va revenir sur ce parcours. Hein. Vous avez commencé à la NASA ? Oui, il y a fort longtemps, Oui. oui, tout à fait. À l'origine, j'ai un doctorat en physique, j'ai fait de la recherche pendant 10 ans à la NASA chez Thales Optronics en France. La NASA aux États-Unis, bien sûr, et Thales Optronics en France pendant 10 ans, en physique des lasers. Ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'est toujours bien de... Vous savez, quand on investit dans la technologie, c'est toujours mieux de comprendre les sous-jacents. Et vous arrivez à suivre encore, parce que ça va tellement vite. Oui, mais on arrive à suivre. Je parle un peu le même langage que les gens que j'ai en face de moi, donc j'arrive à décoder. Alors bien sûr, on fait toujours appel à des experts, hein, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Si on connaissait tout, c'est-à-dire qu'on est généraliste, donc c'est-à-dire qu'on ne connaît rien. Donc on fait appel à des experts. Le fait d'avoir une formation scientifique, ça permet de parler le langage. Experts, parler des experts, ce qui est déjà, somme toute... Bon, à propos de NASA, quand vous voyez Elon Musk ou Jeff Bezos envoyer des fusées avec des compagnies privées, j'imagine que vous dites on a changé de... Ça doit être assez fascinant quand même. On a changé de siècle et tout est possible. On peut commencer par la technique, faire du venture et ensuite faire de la technique, et qu'il n'y a aucun tabou, que tout est possible. Donc Est-ce que vous croyez qu'Ariane Espace peut se sentir menacé par ce type d'initiative ? Je crois que tous les lanceurs, enfin toutes les sociétés de lanceurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et notamment avec Ariane Espace, peuvent se sentir menacés, clairement. On s'aperçoit que Elon Musk a réussi à faire des choses absolument passionnantes. Alors, il y a encore plein de choses à prouver, hein, mais ce qu'il a réussi à faire avec relativement peu de moyens entre guillemets, est quand même assez surprenant. Est-ce qu'il y a besoin de dire qu'on va aller sur Mars pour envoyer des fusées en orbite et mettre des satellites en orbite ? Pourquoi est-ce que c'est du marketing ? C'est du marketing. Pour moi, c'est un peu comme la French Tech, c'est beaucoup de marketing, mais c'est très bien. On va en reparler. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer une voiture dans l'espace ? Ouais. Non, c'est un peu du gadget, mais bon, c'est un peu des symboles, et puis les symboles, c'est important dans la vie. Absolument. Alors, la French Tech, puisque vous employez ce terme, c'est intéressant parce qu'on en parlait il y a quelques émissions. Il y a pas mal de French Tech bashing en ce moment, en disant, bon, bah voilà, finalement, est-ce que ça n'était pas un peu une baudruche sous hélium ? On l'a vu à l'occasion du CES. Il y a eu quelques articles parus en disant voilà, on se déplace en troupeau, en meute, mais finalement, bon, il y a beaucoup de conseils régionaux qui financent ça, qui envoient des startups sans queue ni tête, qui n'ont pas leur place là. Enfin, est-ce que finalement, on n'a pas été trop loin dans le marketing ? Oui et non. Alors, vous savez, pour moi, c'est un peu la méthode Coué. Hein. Quand on dit que ça va bien, tout le monde est content, tout le monde va bien. C'est un peu l'économie, c'est toujours basé sur la confiance. Hein. La confiance, c'est quoi ? Vous faites une activité parce que vous savez que vous allez être payé à la fin du mois, soit par votre employeur, soit par votre client. La French Tech et l'économie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, si on dit que tout va bien, tout va bien. Alors, je suis un peu méchant quand on dit ça, je suis un peu extrême. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de reproches qui ont été faits à toute la délégation française de CES. On a peut-être confondu un peu le qualitatif avec le quantitatif. Le quantitatif, envoyer le plus grand nombre de sociétés au CES. Est-ce que c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Ce qui est plus important, c'est le qualitatif. Mais c'est pas grave, on a parlé de ça. Ouais, on en parle, c'est ça qui compte. En parle. Et faire parler de ça, c'est important. Et ça provoque des vocations chez les petits jeunes qui veulent créer des sociétés. Et tout ça, ça concourt à faire que la France est un bon pays pour entreprendre en Europe. L'Europe en général, mais la France en particulier, parce qu'il y a des belles histoires, et puis que les belles histoires, ça crée de nouvelles histoires. Enfin, il n'y a pas un peu de scepticisme quand même dans ce que vous dites là ? Non. Est-ce que vous n'impliquez pas ce que vous venez de décrire à propos de la French Tech ? Est-ce que ça ne serait pas aussi un peu de méthode Coué de votre part pour... Mais bien sûr, certainement, mais je l'assume totalement. Et... Ça fait partie du business. Ouais, c'est ça. Oui, ça fait partie du business, et c'est parce qu'on dit que tout va bien, que les gens entreprennent. Demain, si on disait que la Terre va s'arrêter de tourner, on arrête de consommer, on ne part plus en vacances, on n'achète plus de voitures, de réfrigérateurs, et la Terre s'arrête effectivement de tourner. Donc ça fait partie de ça. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ouais. C'est très simple. Non, mais ce que vous voulez dire aussi, je crois, là-dedans, c'est qu'on n'a pas ce concept, cette habitude encore en France de savoir que sur 10 startups, il y en a peut-être 8 qui vont se casser la figure. Tout à fait. Parce que c'est aussi ça, le commentaire, c'est de dire, regardez, la French Tech, on a fait grand cas d'entreprises comme WeThings, on va en reparler, Blablacar ou d'autres, et finalement, elles vont peut-être pas aussi bien que ce qu'on a prétendu. Alors ce qui a mis un peu le faux poudre, c'est le dépôt de bilan, je crois, de la société française qui s'appelle Gyroptique. Oui, absolument. So what ? C'est-à-dire qu'on a découvert qu'une boîte peut déposer le bilan. Mais ce qui est anormal, c'est que très peu de boîtes déposent le bilan. Ça a un scotchant. Alors, bien sûr, si la totalité vont dans le tapis, ça sera mauvais. Mais même que les grands succès dont vous venez de mentionner,
que se passe plus ou moins bien, mais c'est la vie des affaires. Et c'est jamais comme ça. Bien sûr. Voilà. Vous tolérez combien de cases? Vous avez des objectifs dans votre portefeuille? Alors je dirais que sur 10 sociétés, on fait des belles affaires dans une à 2 fois, des affaires bien dans 3 fois, puis dans 5, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent. On perd de l'argent. On récupère pas sa mise. Oui, ou une fraction de l'argent. Oui, mais et pourtant, des dossiers auxquels on croyait, sur lesquels on a c'est pas misé. grave, C'est normal. C'est la loi du genre, quoi. Ça sera toujours comme ça. Et c'est là où finalement la mentalité française, accepter l'échec, rebondir un peu à l'américaine, est aussi importante. Faire du marketing, dire que je vais bien, se vendre finalement. Tout à fait. Mais au même titre, vous savez, où on a beaucoup positivé les choses, c'est il y a quelques années, on a inventé le terme de pivoter. Oui. Avant, quand une boîte pivotait, on disait quand on pivote, c'est la catastrophe. Hein. Alors on rappelle ce que c'est, le pivot, c'est presque du basket, sur un pied. C'est changer de business model. Oui, c'est-à-dire que dans le temps, il y a avant 4 ou 5 ans, quand on pivotait, on disait que le business model c'était une totale failure et qu'on mettait tout à la poubelle, on repartait à zéro. Donc c'était très négatif de dire ça. Maintenant on dit qu'on pivote, ça fait très classe. Ouais. Une boîte qui n'a pas pivoté 3 fois, c'est pas une vraie boîte. Avant 50 ans, elle a raté sa vie. Ouais, c'est ça. Oui, mais l'ex-futur patron de Criteo, on en reparlera aussi, parlons-en. a expliqué plusieurs reprises qu'il avait lui-même pivoté au sein de Criteo. Je crois que c'est un dossier que vous connaissez très bien. Mais très bien, tout à fait. Il a pivoté 3 fois. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on accepte que les gens, avant de réussir, mais une société comme Criteo, elle a raté 3 fois avant de réussir. Se cherche. Et qu'est-ce qu'on retient? On retient que la boîte a réussi in fine et qu'elle a pivoté 3 fois. Mais pivoter, c'est positif. Dire qu'on a changé de business model, que tout était à foutre à la poubelle, c'est négatif. Donc on positive tout ça. Et ça, c'est un discours, c'est un peu la méthode quoi. Donc, et là, vous sentez une évolution quand même dans les mentalités françaises. Oui, tout à fait. Positive. Bien sûr. Maintenant, il y a une... C'est peut-être pas encore aussi fort qu'aux États-Unis, mais il y a, je veux dire, un dépôt de bilan, c'est puis aussi infamant. Puis ça a été changé il y a quelques années. Avant, quand vous étiez on pouvait pas entreprendre à nouveau. Vous étiez blacklisté Banque de France jusqu'à la fin de vos jours. Donc je crois que c'est Fleur Pellerin qui a enlevé cette... c'est vrai. Mais c'est les petits détails. Alors, est-ce que ça va changer la vie? Non. Mais c'est pour dire que maintenant, un entrepreneur qui a raté, il est plus... ostracisé. Donc la culture du risque prend de plus en plus. Mais ça prend du temps. Ça va pas se faire... vous savez, la Silicon Valley, ça s'est fait en 60 ans. Et donc vous, ça fait 20 ans, un peu plus, maintenant que vous êtes dans ce business. Un peu plus, oui. Vous avez vu vraiment ce changement, les nouvelles générations, oui. ou peut-être des plus seniors, je ne sais pas. Oui, et puis surtout la qualité des entrepreneurs qu'on n'avait pas avant. Parce qu'aujourd'hui, on voit des serial entrepreneurs. Alors c'est un peu une palissade, mais pour avoir des serial entrepreneurs, il faut débuter une fois. C'est une palissade. Et aujourd'hui, on voit vraiment une génération de serial entrepreneurs. Beaucoup de gens qui avaient démarré dans les années 2000, vous savez, au moment de la bulle Internet, très peu avaient gagné d'argent, beaucoup avaient perdu d'argent. Ces gens qui ont entrepris, ça générait une première génération d'entrepreneurs comme les Simoncini, les Niel, les Pierre Kosciusko-Morizet, etc., les Patrick Corbin, les Grandjean, et qui après qui ont entrepris, puis après qui ont généré d'autres générations d'entrepreneurs. Et puis maintenant, les entrepreneurs sont d'une qualité exceptionnelle comparé à ce que je voyais avant. Mais c'est juste le jour et la nuit. Mais c'est juste... Du coup, ça complique votre métier, parce qu'il faut choisir, c'est plus difficile de choisir, de repérer les bons. Oui, mais notre métier, c'est que ça finalement, c'est que de choisir les entrepreneurs. Nous, notre métier, moi je dis toujours que mon métier, c'est un métier de chasseur de tête, sauf qu'on a un carnet de chèques pour les financer. Le chasseur de tête, c'est un ministre de flux, il voit les candidats, il les sélectionne, il les envoie à ses clients, puis après il n'en entend plus parler. Alors que vous restez quelques années avec. On reste quelques années, beaucoup d'années. Hein. Je sais pas, en moyenne, en général, on reste entre 5 et 9 ans au capital des sociétés, donc c'est vraiment du long terme. Hein. Comment vous expliquez cette amélioration spectaculaire, dites-vous, de la qualité de ces entrepreneurs? C'est la formation, c'est les contacts? Alors, faut d'abord aussi déjà que tous ces entrepreneurs, ils sont un peu nés de la génération Internet. C'est-à-dire que quand on parle des startups aujourd'hui, 89% des startups sont dans le monde du digital. Hein. C'est-à-dire tout ce qui est logiciel, tout ce qui est semi-conducteur. En France, c'est sinistré à tout jamais, il n'y aura jamais, etc. Donc c'est quand même assez spécifique au domaine du digital. Et puis une fois de plus, maintenant qu'on a des entrepreneurs, des serial entrepreneurs, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place. Et puis aujourd'hui, les gens ils veulent s'identifier aux entrepreneurs. Comme aux États-Unis, les gens s'identifient à Steve Jobs, à Mark Zuckerberg. Mais en France, ils s'identifient à Xavier Niel, à Jacques-Antoine Grandjean, à Jean-Baptiste Rudel. Et ça fait un appel d'air. Puis en plus, quand ces entrepreneurs gagnent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Ils s'achètent une belle maison. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils refinancent des sociétés. Ils font business angel. Ça recycle l'argent. Et en plus, ils apportent de la valeur ajoutée dans les boîtes dans lesquelles ils siègent. Ils donnent des conseils, etc. Donc ça recycle. Voilà. C'est tout l'écosystème qui a fait le succès de la Silicon Valley et qui est en train d'arriver, dites-vous, sur nos rivages. Faut s'en réjouir.
On revient à l'actualité Criteo. Donc, vous aviez accompagné ce dossier? Oui, à ses débuts. Donc entre-temps, elle a pivoté 3 fois, la société, comme on l'a dit. Vous êtes encore dedans ou pas? Non, on n'est plus dedans. Voilà, on n'a plus vocation. C'est un dossier qui revient sur l'actualité, sur demande d'Adsène, puisque Jean-Baptiste Rudel, en effet, reprend à la demande de certains actionnaires les rênes. Comment est-ce que vous analysez ça? C'est plutôt de bon augure. Vous savez, le parallèle, je crois que Steve Jobs a été rappelé par le conseil d'administration d'Apple, ça devait être en fin des années 90, donc on a vu le succès. Donc je souhaite à Jean-Baptiste Rudel et à Criteo dans cette seconde vie tout le succès que Steve Jobs a eu chez Apple. Donc, paradoxalement, c'est aussi le fait qu'Apple ait changé ses algorithmes et qui a eu pour conséquence de faire descendre c'est vrai, Criteo. le fameux iOS 11, je crois que la version 1.11 qui a fait. Après, c'est les choses de la vie. Et puis une société n'est jamais un long fleuve tranquille, c'est jamais linéaire. Il y a des accidents de parcours. C'est aux entrepreneurs de montrer leur résilience et de montrer qu'ils arrivent à... Par parenthèse, on voit la dépendance à ces grandes plateformes, que ce soit les operating systems, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, qui quand ils tournent à gauche ou à droite, peuvent créer en effet quelques dégâts. Un mot donc sur Criteo. On a WeSings aussi dans l'actualité, autre dossier que vous avez accompagné, qui a été vendu à Nokia, qui pourrait être acheté par l'un de ses fondateurs, Eric Carrel. Oui, c'est ce que j'ai. Alors j'ai découvert ça dans la presse comme tout le monde hier, mais je suis pas plus surpris que ça. Donc. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Nokia selon vous? Alors je crois. Alors je suis pas complètement insider. Alors moi j'étais administrateur de WeSings du temps où WeSings était indépendant. Je crois que le porteur du projet chez Nokia qui a fait l'acquisition est parti peu de temps après l'acquisition. Donc vous savez, dans un grand groupe, quand le porteur du projet part, il a dû se faire, à mon avis, se faire torpiller de tous les côtés. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles. C'est plus un actif stratégique, donc on le revend. Ouais, c'est ça. Mais une fois de plus, je connais pas le détail. Mais au moins, je crois que. Alors, je connais pas du tout les conditions, mais je crois qu'au moins Nokia a eu le courage de réaliser qu'il fallait mieux le revendre à son fondateur plutôt que de le laisser mourir en interne. Donc, je trouve que c'est une sage décision. Parce que ça arrive bien souvent dans les grands groupes, quand une acquisition se fait pas de manière très efficace, le grand groupe préfère la garder, la faire mourir, plutôt que de la revendre à ses fondateurs. En cachette, plutôt que de dire qu'il s'est trompé. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de tension sur tout ce qui est objet connecté, du type de ce que fait WeSings? J'ai regardé les résultats de Fitbit ce matin. C'est très mauvais. Mais c'est un métier qui est très difficile, parce que c'est un métier déjà de hardware. Donc, ça coûte cher à fabriquer. Il faut des stocks. Si on fait son chiffre d'affaires, on est content. Si on ne le fait pas, on peut se prendre des pommes de 10-20 millions d'euros sans le voir arriver. Donc, c'est un métier très capitalistique. C'est la raison pour laquelle on avait souhaité vendre à Nokia il y a 2 ans, parce qu'on était arrivé en limite un peu de système. La société faisait un peu moins d'une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. Il faut financer des stocks. Vous faites une bonne saison à Noël, vous êtes le roi du pétrole. Vous faites une mauvaise saison, ça vous coûte 15 à 20 millions d'euros. Donc c'est très compliqué, parce que c'est un business de stock et c'est un business de hardware. Donc, c'est pas là, on n'avait pas les limites du système justement français à cette époque. Et en plus, c'est du B2C, c'est très difficile de prévoir les ventes. En B2B, vous connaissez vos clients, vous savez s'ils vont vous acheter des produits à la fin de l'année. En B2C, ce que sera la mode à Noël en fin d'année sur les produits grand public, c'est compliqué à savoir. Donc Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi, on voit à travers l'exemple Criteo et WeSings, que finalement, sans les fondateurs, ces boîtes sont un peu orphelines. Steve Jobs, c'était l'exemple. Oui. Complètement. Moi, je dis toujours qu'un fondateur, c'est l'âme d'une société. Les fondateurs et les entrepreneurs, les managers sont une lame d'une société. Quand on investit, nous, c'est essentiellement sur une équipe. Donc c'est pour ça qu'on regarde avant tout l'équipe. Bien sûr, on regarde le produit, le marché, la stratégie, mais on regarde avant tout l'équipe. Et quand l'équipe est de bonne qualité, également, la vie est plus facile pour nous, investisseurs, administrateurs, que quand c'est pas le cas. Et là, si Eric Carrel revenait vous voir en vous disant, est-ce que ID Invest pourrait m'accompagner sur ce redémarrage de WeSings, quelle serait votre réaction? Je prendrai son coup de fil tout de suite, bien sûr. Est-ce que vous sortiriez le chèque? Le message est à passer. D'ailleurs, vous parlez peut-être déjà ensemble. Non, j'ai voulu l'apprécier comme tout le monde. Donc, ok, dans l'actualité, on a aussi, on parlait d'Apple, les résultats d'Apple, les résultats des GAFA et des GAFAM en général, de la tech américaine, même Facebook. Phénoménal. C'est de plus en plus fort, trimestre après trimestre. On s'aperçoit que dans ce métier, l'argent va l'argent, et que c'est un peu un business de coût fixe. Donc dès lors que vous êtes au-delà du coût fixe, c'est de la rentabilité marginale impressionnante. Est-ce que l'Europe peut rêver d'un GAFAM ou d'un Xiaomi, c'est-à-dire les géants chinois ou les géants américains, ces énormes plateformes, ou est-ce qu'on sera condamné à être un peu des PME de la tech? À mon avis, les prochains Facebook, on les aura jamais en France, mais c'est pas grave, parce que c'est gênant. Il y a 10 ans, juste pour donner
un exemple, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, quand on avait financé Mythic à l'époque, quand Mythic avait été introduit en bourse en 2005, ça s'était valorisé, je crois, à 300-400 millions d'euros. À l'époque, c'était la sortie de la décennie. Voilà. 300-400 millions d'euros, c'était exceptionnel. Maintenant, on est sorti à 300-400 millions d'euros. Nous, en espace d'un an, on en a fait à peu près une demi-douzaine. Hein. Et puis, dans les belles sorties qu'on a faites récemment, il y a eu Criteo il y a 2 ans sur une valeur de plus de 2 milliards. Talent, une autre boîte de SaaS dans le domaine du big data française, côté au Nasdaq également, qui vaut aujourd'hui à peu près 1,5 milliard. Donc maintenant, on finance des boîtes qui valent entre 1 et 5 milliards. Il y en a quelques-unes. Ça progresse. Ça progresse. Et bon exemple aussi, c'est Spotify. Spotify, ça vaut quand même 30 milliards de dollars. C'est une société européenne. C'est vrai. Suédoise, mais européenne. C'est la première fois qu'une société européenne vaut 30 milliards. 30 milliards, c'est à peu près la valeur qu'avait Facebook quand la boîte était pas encore publique. Oui, c'est déjà une belle boîte du CAC. Hein. Ouais. Ils ont publié leurs résultats hier ou ce matin, Spotify. Ils sont presque à l'équilibre. Hein. On en parlait il y a 3 semaines. Il y a 40 millions de pertes là, sur le quarter. C'est encore beaucoup, rien, mais c'est rien par rapport pour 30 milliards. C'est rien par rapport aux milliards de pertes qui viennent l'année dernière. C'est ça. Mais c'est pareil, c'est beaucoup. Enfin, toutes ces plateformes sont des business de coûts fixes. Oui. Donc après, il faut amortir les. Bon, alors quant à Apple, pardonnez-moi, tout le monde annonçait que les ventes de l'iPhone X, enfin ou 10, je ne sais jamais comment il faut prononcer, étaient catastrophiques. Ça a encore explosé tous les compteurs. Quoi. Il s'en est vendu des dizaines de millions. Bon, ils ne vont pas l'arrêter tout de suite. Non, c'est pas prévu ça. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? C'est ça, si on soulève un peu le couvercle, qu'est-ce qui vous intéresse comme thématique? Des bonnes équipes d'entrepreneurs avant tout, j'insiste là-dessus. C'est un peu les palissades. Qui savent pivoter. Parce qu'il vaut mieux avoir une bonne équipe qui va réaliser des pivots que la bonne idée enfermée dans un... Ouais, donc c'est avant tout des bonnes équipes. Et après, il y a les secteurs, alors, je vais vous dire un peu les secteurs tarte à la crème, de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses à faire, très peu de choses ont été faites, on a commencé un peu à investir. Vous avez investi dans quoi, par exemple, dans l'intelligence artificielle? On a investi dans une société française qui s'appelle Clustry, qui est un système expert qui permet d'optimiser la gestion des talents dans les entreprises, la gestion des hauts talents dans les entreprises, voilà, avec des systèmes experts. Et l'intelligence artificielle, pour l'instant, on n'a encore rien vu. Dans 5 ans, ça sera, l'intelligence, le système sera encore plus intelligent qu'il ne l'est aujourd'hui, et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. On a bien sûr investi dans des sociétés dans le domaine de la fintech, de la surtech. On peut prendre des exemples? Oui, dans la fintech, on investit dans des boîtes par exemple, comme dans Cantox. C'est une plateforme de change pour des PME qui permet de minimiser les commissions de gestion qui sont prises par les opérateurs de Forex. Dans l'intelligence artificielle, donc à part Clustry, on a financé plein de sociétés. Pas mal aussi de sociétés dans le domaine du SaaS, c'est Service as a Software. Non, software de service, pardon. Je suis un peu dyslexique. Software as a service. Donc on a financé pas mal de sociétés dans ces domaines-là. Et ça, à la limite, c'est plus facile parce que c'est des solutions B2B. B2B, c'est quand même plus facile parce que c'est beaucoup plus facile de prévoir ce qu'achèteront vos clients que du B2C qui est quand même, vous êtes à la merci d'un. Ce que vous venez de dire m'amène 2 questions. La première, c'est, je suppose que là, votre background de docteur en physique doit bien vous servir pour étudier les dossiers d'IA, pour séparer le bon grain de l'ivraie, ce qui est de la vraie IA de ce qui est de la tarte à la crème. Oui. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, elle est plus autour des fintech. Quelle est votre opinion sur ce qui se passe autour du Bitcoin et de la blockchain? 2 questions. 2 questions. Blockchain, il va y avoir plein de choses. Dans le domaine des bitcoins, alors on parle beaucoup des ICO. Un peu moins, la Telegram renonce à la sienne, vous avez vu? Oui. Les ICO, j'ai franchement pas d'idée. Là-dessus, joker. Pourtant, ça ressemble aux IPO. Finalement, c'est des IPO privés, non? Ouais, les IPO privés, puis après, vous n'avez pas les actions, il y a des tokens qui vous donnent accès à certaines choses, sur des valorisations qui sont juste stratosphériques. 200 milliards, ouais. Bitcoin. Moi, ce qui est toujours un peu de mal, c'est quand un système n'est pas régulé. C'est-à-dire que, je veux dire, vous avez des valorisations qui sont complètement déconnectées des réalités, alors même si c'est sous forme de token, même si c'est sous forme de Bitcoin, etc. C'est le principe de la blockchain, en même temps, c'est d'arriver à ne pas avoir de centralisation et de... Oui, mais il faut au moins que ce soit un peu supervisé, qu'il y ait une valorisation qui soit faite. Vous savez, quand vous faites une introduction en bourse, la valorisation, elle est faite par les investment bankers. Alors, ils vont pas faire n'importe quoi. S'ils font une valorisation trop élevée, après, si le cours se casse la figure, ils passent pour des idiots vis-à-vis de leurs clients. On l'a déjà vu. Oui, mais... Moins maintenant. Oui, mais c'est quand même régulé. Ça. Une boîte, si elle veut 100, ils vont l'introduire entre 90 et 110. Ils ne vont pas l'introduire à 30, ils ne vont pas l'introduire à 300. Parce qu'ils ont une réputation et tout. Donc voilà, pour moi, c'est ce que j'appelle un peu un système régulé. C'est-à-dire que quelqu'un fait le prix,
Et il y a une espèce de contrepartie qui garantit que ça va prix. Alors que les ICO, on fait une ICO sur une valorisation, mais c'est n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Donc j'ai un peu de mal quand c'est ce genre de... D'accord. Et une fois de plus, je donne ma langue au chat, je fais joker là-dessus. Et sur l'IA? Sur l'IA, il y a beaucoup de choses à faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas, ce que vous avez dit, à boire et à manger là-dedans? Bien sûr. Mais aujourd'hui, on n'a encore rien vu en intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a l'intelligence qu'on voit dans les systèmes, elle est encore beaucoup humaine, très peu artificielle. Et de plus en plus, l'artificiel va prendre le dessus sur l'humain dans tous les systèmes. Mais on n'a encore rien vu. Puis ça va disrupter. Il y a plein de métiers qui vont disparaître. Mais c'est un peu terrifiant d'ailleurs. Oui, oui. On disait qu'avant l'automatisation, ça faisait, quand on était diplômé, on était à l'abri, alors que là non. On Quand on est avocat, médecin, journaliste, on est mort. Enfin, potentiellement. La médecine, c'est juste terrifiant. D'ailleurs, c'est une réflexion qu'on se fait souvent après chaque émission. Nous, commentateurs de cette actualité, on a l'impression que ça s'accélère, que ça va de plus en plus vite. C'est un peu vertigineux. Est-ce que vous, qui êtes aussi au cœur du réacteur, vous avez ce sentiment que ça va de plus en plus vite? Je trouve que ça va de plus en plus vite, et oui, clairement, mais on arrive quand même un peu à suivre. Ça, on le souhaite. Et surtout, on a des bons entrepreneurs qui souffrent pour nous. Avant tout, ce sont les entrepreneurs qui bossent. Nous, notre métier, métier, ils sont tous assez simples. On voit une équipe d'entrepreneurs, on les voit une heure. Est-ce que après le premier meeting, est-ce qu'on a envie de les voir une deuxième fois, et les voir une troisième fois, pour ensuite leur confier un chèque de 5 millions d'euros contre 25% de la boîte? J'exagère. Ouais, c'est un beau métier. C'est un peu ça, Et après, ceux qui bossent, après, on les accompagne dans leurs différents pivots. Je reste bien sur les pivots, c'est pas changement de stratégie, pivots. Et puis voilà, on les accompagne sur la durée. En général, on est là au capital avec eux pendant très longtemps, entre 5 et 8 ans. Donc c'est pas du court terme, c'est du long terme. Donc on a intérêt à choisir les entrepreneurs avec qui on a envie de bosser, parce que c'est des gens qu'on va voir une fois tous les mois pendant 5 à 8 ans. Et alors des fois ça se passe toujours très bien, mais il y a toujours des moments un peu compliqués. Et voilà, il faut juste être sûr qu'on a envie de travailler avec ces... Et donc sur l'accélération, vous la constatez quand même. Ouais. Je fais encore appel aux physiciens. Qu'est-ce que vous pensez de l'informatique quantique, de l'ordinateur quantique? On en est où à votre avis? On en parle depuis très... Je crois je vais vous faire une réponse un peu tarte à la crème. On n'a jamais été aussi près. Oui. on se joue à un cheveu. On n'y est pas encore. Mais le jour où on le sera, ça... Mais certains disent que c'est 10 ans, d'autres disent que c'est 18 mois. Ah non, c'est pas 18 mois. Non. Ah, pour vous, c'est bien plus long. C'est quelques années. Quelques années. 18 mois, ça serait demain. Il y aura quasiment des... Il semble qu'il y ait déjà des trucs tout proches, non? Vous pensez que c'est plus de l'effet d'annonce? Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Mais ça viendra, mais il y a encore du... Un autre point, dans l'industrie, il y a eu beaucoup de fonds qui se sont montés autour des réductions ISF, qui ont été aidés fiscalement et qui souffrent maintenant de la fin de l'ISF, logiquement. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup. Alors nous, on enlevait beaucoup. On gérait beaucoup de produits dits ISF, notamment avec des FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation. Alors c'est une manne de financement pour les entreprises qui va disparaître. Alors elle sera compensée par d'autres fonds d'investissement pour certaines catégories de sociétés, mais il y a des sociétés pour lesquelles, qui seront totalement off-market. Je prends un peu toutes les petites sociétés, vous savez, au moment d'ISF, maintenant il n'y a plus d'ISF, beaucoup de gens investissaient leur ISF dans la boîte de leur gendre, de leur cousin, de leur beau-père, de leur voisin, etc. Et c'est des petites sociétés... love money. Ouais, du love money. Et l'ISF disparaissant, ces gens vont arrêter d'investir dans ces sociétés. Et ces sociétés qui recevaient tous les ans, bon an, mal an, les 30, 40, 50 000 euros, elles sont hors des circuits bancaires classiques traditionnels. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas financées par BPI France, elles ne seront pas financées par Ininvest ou par d'autres fonds d'investissement. Donc c'est là, il y aura une manne d'investissement et c'est à peu près 500 millions d'euros par an. Et est-ce que ce n'est pas du darwinisme finalement logique dans le système capitaliste? Parce que beaucoup de gens, en effet, apportaient de l'argent à des sociétés non viables. Oui, mais non viables. Alors, mais dans les startups, beaucoup sont non viables. Donc, mais est-ce que ça nourrissait pas justement une surenchère, finalement, à la fois des prix et puis de la concurrence, plutôt que de concentrer 5 millions, comme vous faites, sur une boîte et éviter le saupoudrage? Peut-être, mais ça a permis l'éclosion, je crois, qu'ISFPME, on s'est bien habitué, ça a duré depuis 2008, depuis 10 ans. Il y a beaucoup de sociétés qui ont démarré avec de l'ISF-PME. D'accord, donc c'était pas inutile. On ne va pas regretter l'ISF, mais c'était pas inutile. Et puis Criteo, s'il n'y a pas nos FCPI, il n'y aura pas de Criteo. Des boîtes comme Carmat, dont on se vante tous le cœur artificiel, c'était financé avec des fonds communs de placement dans l'innovation. Donc pas de FCPI ISF, pas de Carmat, dont on est très fiers. Donc, alors bien sûr, peut-être que les produits ISF ont financé des sociétés qui n'auraient pas dû être financées. Certainement, j'en doute pas, mais elles ont financé plein de sociétés qui méritaient d'être financées. Donc après le bilan, on est content d'avoir un Carmat quand même.
C'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup, ça. Est-ce que vous-même, investisseur, vous avez porté ce discours auprès du ministère de l'économie ou du président de la République? J'essaye, mais on est difficilement entendable, malheureusement. On est difficilement entendable. C'est ce que j'essaye, c'est ce que j'ai... C'est quand même assez formidable qu'un entrepreneur comme vous, enfin, gérant d'un fonds d'investissement, milite pour ne pas supprimer l'ISF. Enfin, c'est plus pas exactement que ça, le message. Mais, pas supprimer l'ISF, mais à la limite, ce qu'ils auraient pu faire, c'est remplacer l'ISF PME en IFI PME. Oui. Voilà, parce que l'ISF, c'est maintenant transformé en IFI, c'est uniquement sur la partie immobilière. Ils auraient pu conserver la niche fiscale. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas inverser le système fiscal plutôt que de faire une défiscalisation à l'entrée, la faire à la sortie? C'est-à-dire de dire, bon, bah, ok, si vous avez misé sur le bon cheval, mais vous savez, vous êtes moins pénalisé. en France, tout est aidé. Le cinéma est complètement aidé, le milieu du journaliste est complètement aidé, l'immobilier, je ne vous en parle pas, l'automobile, c'est... Voilà. C'est pas forcément une bonne chose. Mais oui, mais toute l'industrie est aidée. Pourquoi l'industrie des financements ne serait pas aidée? Pourquoi on tire sur l'industrie? C'est la seule... Non, mais je parlais de remise à plat du truc, parce que en fait, aider des industries, ça veut dire payer des impôts, faire tourner des machines administratives, et après, il faut 3 euros pour bouger 1 euro. Si le rendement est positif, moi je reste persuadé que le rendement sur tout ce qui est FCPI est largement positif, hein, parce que quand on investit dans une société, l'argent va toujours dans la société. Hein. On rachète jamais, quand on investit 5 millions d'euros dans une société, on fait du cash-in dans la société, donc il n'y a pas de sortie d'argent. Et sur les 5 millions d'euros qu'on amène, en général, on a fait des statistiques, 70% ça va pour payer des salaires, des charges sociales. Donc faites le calcul, le rendement pour l'État, il est largement positif. Et à propos de retour sur investissement, il y a eu des études qui montrent qu'en effet, le métier que vous faites, celui de capital risqueur, n'a pas forcément des retours sur investissement très positifs. Quel est le vôtre? Alors déjà, il faut savoir que les performances dans le métier sont très, très volatiles. Vous savez, c'est un peu comme les chasseurs. Il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs. Il y a les bons fonds, les mauvais fonds. Et donc, il y a le cercle vertueux et invertueux. Le cercle vertueux, c'est quand vous faites des bonnes affaires, vous attirez des bons entrepreneurs, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent, vous attirez après les bons entrepreneurs. Donc, vous êtes au-dessus. Puis après, il y a le cercle invertueux. Vous faites des mauvaises performances. Forcément, vous attirez plutôt les mauvais entrepreneurs parce que les entrepreneurs vont être financés par des gens successful. Mauvais entrepreneurs, mauvais retours, etc. Donc, il y a les typologies, il y a les bons et les bons et les pas bons. Et la moyenne est à 0. La moyenne est à 0. Je crois même qu'elle est négative de 1%. Donc, vraiment, je travaille dans un métier où tous les ans, on perd 1%. C'est pas très motivant. Sauf que nous, on a la prétention d'être au-dessus. Voilà, il y a les bons. Vous êtes à combien alors? Nous, il y a beaucoup de fonds. On a rendu entre 2 et 5 fois, entre 2 et 4 fois l'argent des investisseurs. Donc voilà, des gens qui ont investi 1 euro, on leur rend partie des bons chasseurs. On fait partie des bons chasseurs, voilà. Bon. On n'est pas les seuls. On vous souhaite de continuer de ne pas perdre la vista. Oh non. Merci en tout cas, Benoît Grossman, de nous avoir rendu visite. Merci pour cet éclairage intéressant sur la French Tech et sur votre métier. Merci Stéphane. Merci Thomas. Et puis à bientôt à vous tous. Merci de votre fidélité pour un prochain épisode d'Actualité.